Avant cette projection, nous avons une pensée pour Jean-Claude Guerrier, qui fut à l'origine, puis le partenaire de Jean Lascaux pour ses films sur la ville. En 1820, Langeais voit sa première entreprise s'installer en plein centre-ville. La corroirie familiale fondée par messieurs Buisson et Archambault traite les cuirs du pays, dont ceux des veaux de Touraine, mais aussi les cuirs étrangers. En 1889, c'est un bourrelier, installé jusqu'alors rue Gambetta, à l'emplacement actuel de la maison des vins de Bourgueil, Pierre Grandpierre, qui prend la succession des créateurs de l'entreprise. La tannerie est située rue Fulquenera, au pied du château. Étant donné les besoins en eau pour le traitement des pots, les bâtiments sont installés sur les deux rives de la Roumère, la tannerie au sud, les séchoirs pour l'égouttage et la mise au vert de l'autre côté de la rivière. Pour le reverdissage, les pots sont mis à tremper dans des cuves situées dans la cour. L'eau est renouvelée régulièrement grâce à cette pompe. Puis vient le travail d'élimination des poils et tissus sous-cutanés avec les couteaux de rivière, les couteaux à écharner, les couteaux à parer que l'on voit ici aux mains des ouvriers. Sur cette photo, on voit en 1896 Pierre et son fils Albert impliqués lui aussi dans la gestion de l'entreprise et qui prendra la succession de son père. L'entreprise prospère au fil des années et compte de nombreux ouvriers en 1917. Albert doit pousser les murs pour moderniser et agrandir les locaux afin d'accroître la production. En 1889 et 1917, le volume des cuves passe ainsi de 100 à plus de 400 mètres cubes. La tannerie disparaît au début des années 60 et le site est racheté par l'Institut de France pour y aménager le parking du château. Voici la carte des compagnies de chemin de fer qui se sont développées sous le règne de Louis-Philippe et de Napoléon III.
Le décret de la réalisation de la ligne Tours-Nantes fut signé par le préfet début 1839. Les travaux furent confiés à la compagnie Paris-Orléans, ou PO. Les journaux régionaux suivaient de très près les travaux. Dans le secteur de Langeais, 730 ouvriers travaillaient sur le site dans différents postes. Pose du ballast, des rails, et construction de la gare voyageurs, appelée au début le débarcadère, et la gare de marchandises. L'ensemble du chantier se déroule bien. La ligne Tours-Saumur sera mise en service le 20 décembre 1848. Là, ce sont des photos de la gare de Langeais vers 1900, avec ses grands réservoirs qui alimentaient en eau les locomotives à vapeur. La gare, côté rue, toujours en 1900. Les maisons des employés de la gare ont disparu pour laisser place à un nouvel aménagement, un grand parking. La maison du garde-barrière a été restaurée, mais le passage à niveau supprimé. Sur cette photo, voici la maisonnette du garde-barrière. La barrière de l'époque, montée sur roulette, était coulissante. Voici le train en 1900. Et là, le TER qui arrive en gare. « 2018, 74e anniversaire de la libération de la France. Notre rendez-vous annuel pour commémorer la libération de Langeais et les évasions du convoi de déportation des 6 et 7 août 1944, devant ce wagon, monument national des déportés évadés des trains de déportation, nous rappelle le tragique périple du train dit de Langeais. Localement, un pont ferroviaire franchissant la Loire à Saint-Marc-la-Pile avait été coupé. La chaleur est torride. Les habitants de Langeais accourent en masse, secourir les prisonniers entassés dans les wagons à bestiaux, souffrant de soif et de faim. Devant une telle affluence, avec beaucoup de réticence, les Allemands acceptent que des secours soient dispensés et des vivres distribués. Malheureusement, vers 20 h, l'aviation alliée repère le convoi et le mitraille, pensant avoir affaire à un convoi militaire. Ce premier mitraillage se solda par des morts et des blessés, tant du côté des
déportés et des Langésiens que des Allemands. Déjà profitant de la désorganisation de la surveillance, plusieurs déportés tentèrent l'évasion. Quelques tentatives, quelques réussites, mais déjà des blessés et des morts sous les balles ennemies. Le 7 août, nouveau mitraillage vers 15 h, encore des blessés et 2 tués. Au total, ces journées tragiques firent 70 blessés et 19 morts parmi les résistants évadés et les soldats alliés présents dans le train. Quelles évasions! Certains ont traversé la Loire, d'autres ont fui dans les vignes avec la complicité de la Croix-Rouge locale. D'autres se sont dissimulés sous le plancher de la baraque qui les accueillait pour la nuit, en se cachant ensuite dans les caves profondes de cette région. Et à chaque fois, on peut souligner, ils ont eu l'aide de la population langésienne et des villages alentours, qui ont fait preuve de ténacité, qui ont fait preuve de courage, de dévouement sans faille. Je rappelle que les personnes qui les ont aidés risquaient la mort. Bon, c'est bon, on va accompagner. Le décret de construction du pont de Langers, sur la Loire, à l'ouest de Tours, fut signé par le roi Louis-Philippe en 1839, mais la construction ne débuta qu'à partir de 1846 pour s'achever en 1849. Nous sommes le 4 mars 1849. C'est un grand jour pour M. Casimir Boilève, maire de Langers. Son grand projet de construction d'un pont sur la Loire est terminé et c'est le jour de l'inauguration. La foule est présente pour admirer l'ouvrage et après plusieurs discours, la journée se termine par un grand banquet, place d'Armes, aujourd'hui place Léon Boyer. Le 21 juillet 1859, la foudre tomba sur une colonne en fonte qui bascula et entraîna avec elle une partie du tablier du pont. Après les travaux de réparation, le pont fut rouvert à la circulation le 22 juillet 1861. En 1871, pour retarder l'avancée de l'armée prussienne, l'armée française, côté Chapellonneau, coupa les câbles du pont et l'ensemble du tablier tomba dans la Loire. Sur la photo de 1872, de nombreuses piles avec portiques sont en cours de construction. Après la pose des câbles, le pont est rouvert à la circulation en 1874. De 1874 à 1934,
il n'y eut pas de problème majeur, à part le changement fréquent des traverses en bois qui servent de chaussée. En 1934, de grands travaux sont confiés à l'entreprise Baudin de Châteauneuf-sur-Loire. La structure en bois sera remplacée par une structure métallique et la chaussée élargie avec un trottoir de chaque côté. La mise à l'épreuve du tablier aura lieu en 1936. Les piles sont modifiées dans le style du château. L'inauguration le 13 juin 1937. On peut voir en ville de grandes affiches qui proposent le programme des festivités. Monsieur Maurice Violette, ministre d'État, a l'honneur de couper le ruban et la visite du nouveau pont commence. Au centre, sur la photo, on peut voir Monsieur Germain, sénateur et maire de Saint-Michel, avec Monsieur Victor Camus, maire de Langeais, et à côté, Monsieur Maurice Violette en grande discussion avec le préfet. L'avis de ce nouvel ouvrage allait être éphémère. Le 19 juin 1940, le tablier du pont se retrouve une nouvelle fois dans la Loire pour retarder l'avancée de l'armée allemande. 10 ans plus tard, après la pose du tablier et des câbles et la mise en charge du tablier, il sera rouvert à la circulation en présence de M. Martial Boisseau, maire de Langeais, mais sans cérémonie particulière. En 1980 et 1990, des travaux sont entrepris pour remplacer les câbles. En 2013, le département retire la dernière travée du tablier qui se trouvait dans la Loire depuis le 19 juin 1940. En 2007, le pont fut illuminé.
Rien, hormis la maison de maître, devenue habitat social. La ville de Langeais, bâtie dans le lit primitif de la Loire, fut inondée à plusieurs reprises. Sur le cadastre napoléonien de 1829, on peut voir la rivière la Roumère qui arrive en ville, passe par le bassin de la rue Charles VIII. Autrefois, dans ce bassin, on utilisait sa force hydraulique pour faire tourner les roues des 2 moulins à temps, dont le moulin de Fougeray, exploité par M. Boilève, maire de l'époque. Elle arrive ensuite à l'Abreuvoir ou le bassin du Lion d'Or. C'est dans ce bassin qu'elle reçoit les eaux de son affluent le Breuil. Elle continue ensuite son chemin vers la Gardou. La Loire en crue pouvait remonter dans le lit de la Roumère sans problème, comme on peut le voir à l'image, et déborder en ville par les bassins. Un mur, situé rue Anne de Bretagne près de l'ancienne mairie et justice de paix, porte la trace de la crue de 1856, hauteur 1,70 m. Suite à celle de 1856, le maire M. Boilève adresse un courrier à M. le préfet pour lui demander qu'il fasse étudier un moyen de protection afin d'éviter les dramatiques inondations que subit le centre-ville. Une nouvelle crue en 1866. Le 18 octobre 1868, la commission d'enquête approuve finalement le projet d'une levée transversale à l'est de la ville. M. Boilève est satisfait d'avoir obtenu la réalisation de cette levée pour protéger la ville. Mais la guerre de 70 va retarder les travaux et celui-ci ne verra son projet se réaliser qu'après avoir quitté sa fonction de maire en 1871. Il fut maire de la commune pendant 40 ans et décède en 1877 à l'âge de 83 ans. En direction de Tours, au lieu dit Le Frou, on élève la levée transversale qui part du coteau au nord et vient s'appuyer sur la levée du chemin de fer au sud. Pour cela, on prélève la terre directement dans la prairie du Frou. La levée est équipée d'une bonde avec vanne pour réguler le niveau du Breuil vers la ville. Pour vider les eaux de la prairie après la crue, un canal fut creusé pour rejoindre la Loire, route de la Dodère. Le financement d'un investissement aussi important a fait l'objet de longues discussions entre l'État et la commune, ce qui a sans doute retardé la réalisation. À Saint-Laurent, un tunnel de dérivation de 700 mètres de longueur environ, qui va déboucher au lieu-dit Le Gaillon, sera creusé sous le coteau. Puis un canal sera aménagé pour rejoindre la Loire. 2 ponts seront construits, l'un rue de Nantes, l'autre à Saint-Laurent. Un 3e pont sous la voie ferrée dépendait de l'accord de la compagnie Paris-Orléans. Il faudra attendre 1889 pour voir enfin le bout du tunnel. Une fois les vannes fermées, la Roumère emprunte le déversoir et se dirige vers le tunnel. Crue de février 2014.
À la gare d'eau, une bonde fut créée avec 2 vannes pour éviter que les eaux de la Loire ne remontent dans le lit de la Roumère. Sur la photo, on peut voir avant et après les travaux de 1889. La sortie du tunnel fut maçonnée pour l'aménagement des vannes et l'ensemble des travaux terminés. La ville est sauvée des eaux, ou presque, car les eaux pluviales posent encore problème rue Gambetta en 1936 et 1940, comme le montre la photo. Sous le mandat de M. Martial Boisseau, une station de pompage sera installée en 1947 à la gare d'eau pour évacuer les eaux des intempéries pluvieuses. En 2004, la station de pompage est rénovée avec des pompes très puissantes sous le mandat de M. René Motin. En 2022, un aménagement réalisé dans le lit en aval de la station qui se prend pour un torrent de montagne au vu des images. Mais il permet aux poissons de franchir le seuil qui avait été créé. Dans la grande prairie du Frou, les cultivateurs coupaient autrefois le foin en juin, si la Loire ne jouait pas les tourbes-fêtes à la fonte des neiges, car elle servait de bassin d'étalement pendant les crues et se transformait en marécage après la décrue. En 1968, sous le mandat de M. Roger Aupert, la prairie de la Fourchine va changer de look, comme on peut le voir sur cette vue aérienne. Une zone industrielle importante y est créée, complétée plus tard par une zone commerciale, sous le mandat de Jean-Marie Gaillard. Le barreau de liaison avec la déviation de la nationale les sépare d'un parc de loisirs avec son lac, la piscine et le camping. C'est dans ce cadre verdoyant que le comité des fêtes organise tous les ans sa soirée festive avec bal et feux d'artifice. Le lac artificiel fut créé pour réguler les eaux du Breuil et du ruisseau des Agneaux, comme on peut le voir à l'image. Une station de pompage fut installée route de la Dodère, permettant le maintien de leurs eaux à un niveau acceptable pour la zone commerciale. C'est dans le pré Bourreau que fut tracée la future rue Fallou, dont le principal but était de desservir la gare. Réalisée en 1869, en l'absence de nom, les habitants du quartier l'appelaient la rue Neuve. Elle ne fut baptisée ainsi qu'en 1884, en l'honneur du baron René Fallou, maire de Langeais de 1806 à 1812. Des constructions ont vu le jour au fil des années. Monsieur Souchu, installé rue Thiers, quittera cet endroit pour construire un atelier rue Fallou, mais côté gare. L'usine s'agrandit, l'emplacement deviendra trop petit et finalement, l'usine partira sur la zone industrielle nord en 1997. Après la démolition de l'usine Souchu-Pinet, au début des années 2000, des pavillons locatifs seront construits dans l'alignement des maisons plus anciennes. La nouvelle rue Pierre de Ronsard
rejoint le passage sous la voie ferrée qui fut créé pour entrer en ville lorsque le passage à niveau à côté de la gare fut supprimé. C'est sur l'emplacement de l'ancienne briqueterie de M. Collin que ce passage sous la voie, appelé PSGR ou passage souterrain à gabarit réduit, fut mis en place dans la nuit du 16 décembre 2000. Le terrassement est réalisé au centimètre près par les pelleteuses pour recevoir le pont. Vérification des niveaux. Le pont est poussé par un système hydraulique. Les travaux méticuleusement préparés, l'opération a été un succès. Après quelques réglages sur la voie ferrée, le trafic ferroviaire a pu être rétabli plus tôt que prévu. C'est un peu plus tard que la rue François-Villon sera ouverte à la circulation. En 2001, les maisons sur le port sont encore debout. En 2002, elles sont rasées par les pelleteuses. Le passage à niveau, quant à lui, va être déplacé de quelques centaines de mètres vers l'ouest et un rond-point sera aménagé. En 2003, c'est la fin des démolitions. Une seule bâtisse, témoin du passé, appelée l'Octroi, sera épargnée. Son état s'est progressivement aggravé au point de nécessiter des soutiens pour maintenir le pan du mur proche de l'écroulement. Après de grands travaux de maçonnerie, de couverture et d'aménagement à l'intérieur, il a fière allure aujourd'hui après cette restauration qui le rajeunit d'environ un siècle et demi. Le parking et son aire de repos avec table de pique-nique, créé à l'emplacement de l'ancienne usine de M. Collin, est bien utile le dimanche matin ainsi que son passage sous la voie ferrée pour rejoindre le marché Place de l'Europe. Passage qui fut aménagé par la compagnie Paris-Orléans en 1848 lors de la réalisation de la ligne Tours-Saumur pour permettre à M. Collin d'aller de sa propriété à son usine. Un chemin pour les vélos et les piétons, avec banc pour une petite pause, longe désormais la voie ferrée et rejoint le pont. L'endroit a bien changé depuis la disparition des maisons du bord de Loire. Cette photo est un ancien dépôt d'un artisan. Au fond, on peut voir les ruines du donjon de Fulkenera qui veille sur la ville.
Autrefois, la poste se trouvait de l'autre côté de la place, dans cette maison. Le local était trop petit pour l'extension du standard téléphonique et en 1930, la commune achète une partie de l'immeuble de M. Dessouches pour y installer poste et téléphone. Le téléphone est manuel et nécessite la présence des opératrices devant le standard, comme le montre cette photo de 1955, en quelque sorte le début de la fibre. La poste fut inaugurée le 13 juin 1937. Ce grand ensemble, qui fait l'angle de la place et de la rue Adiba, fut construit par M. Dessouches. Il était propriétaire d'une grande usine à La Rochouze et fabriquait des produits réfractaires, briques et carreaux. Vers 1900, il crée avec M. Collin la société Les Réfractaires de Langeais, dont le siège social se trouvait dans cet immeuble. C'est en 1880 que fut construit le kiosque de style architectural Art Nouveau. La fanfare de Langeais y donnera son premier concert en 1884. L'écusson représente le blason de la ville. Le café de la gare, aujourd'hui La Fringale. Les cartes postales nous montrent le même endroit vers 1900. Pas de place de parking, mais des bancs pour se reposer. La place du 14 juillet fut aménagée en 1976 pendant le mandat de M. Roger Aupert, place de stationnement, pose d'un dallage et espace fleuri.
marché le dimanche matin depuis 2002. La conciergerie moulin à Taon, le moulin Fougeray et le moulin Baudin qui alimentaient la tannerie située à la Douve, tannerie qui a aujourd'hui disparu. L'emplacement de la roue de l'ancien moulin à farine Le clocher de l'église date du XVe siècle. Il a eu de nombreuses réparations dues aux dégâts causés par la foudre. La dernière restauration du clocher date de juin 1972. On ne connaît qu'un seul document photographique de l'église Saint-Jean avant les travaux. Une nef unique, avec une galerie extérieure que l'on nomme parfois caquetoire, un lieu où l'on venait parler. Le 23 mai 1861, M. Boilève, maire, informe le conseil que l'église est trop petite et que le plafond est dégradé. Le conseil l'invite à bien faire étudier par un architecte le moyen convenable pour un agrandissement. On fait appel à M. Aimard Verdier, architecte attaché aux monuments historiques. Les premiers plans établis présentent la façade principale de la nouvelle église et sa nef gigantesque de 10 travées dans le sens nord-sud. Les plans furent revus à la baisse et simplifiés. On se limita à un transept de 5 travées. Les travaux commencent en 1864 et se terminent en 1869. Le ministère des Beaux-Arts ne peut que constater le résultat désastreux. L'église sera déclassée. Elle sera reclassée en partie, le clocher en 1914 et le chevet en 1933.
Un corps de bâtiment est ajouté et une salle de billard est créée à l'étage. On prépare ici la dernière séance réalisée avec ce matériel, avec une mise en place du film sur un parcours très complexe. Couler les eaux de pluie des vallées, Gironde qui fut canalisée et recouverte par la suite. Le cimetière fut relevé au début du XIXe siècle et quelques années plus tard, l'emplacement sera aménagé en place qui fut appelée place du Champ de Foire. Vers 1835, elle place Léon Boyer en 1920. Sous le mandat de Jean-Marie Gaillard, début 1990, cette place sera réaménagée comme on peut le voir à l'image.
Un CES du type Pailleron fut construit dans les années 1969-70 et accueille ses premiers élèves à la rentrée de 1970. Les photos montrent l'ensemble des bâtiments, le bâtiment polyvalent, les 2 bâtiments des classes et le bâtiment administratif. Après 30 ans de service, cet ensemble à ossature métallique est abattu et un nouveau collège va être construit par le département, construction correspondant mieux aux normes de confort et de sécurité. De l'autre côté de la rue, le stade et le gymnase seront le complément sportif de l'établissement scolaire. Plus au nord, la Boule de Fort offre 2 jeux pour les passionnés. À côté de cet équipement pour la jeunesse, le 3e âge n'est pas oublié. La maison de retraite accueille ses premiers résidents en novembre 1972. La voici avec son grand parc ombragé. Après 45 ans de service, sa vie se termine. La nouvelle maison de retraite de Clémortier, l'EHPAD Le Langeois, a pris le relais et a accueilli ses résidents en octobre 2018. Et l'ancienne finit sa vie en poussière, comme on peut le voir à l'image, et laissera la place à d'autres constructions. Le quartier Fougeray, aujourd'hui rue Descartes, était le quartier bourgeois avant la Révolution. Au-dessus, un grand terrain appelé l'Affuy. Auparavant, on pouvait monter avec une charrette tirée par des bœufs. Terrain planté de vignes, comme on peut le voir sur la photo. Il offre une vue magnifique sur le château et le pont, vue à laquelle il doit sans doute son nom de paradis. Sur le plateau de l'Affuy, un ensemble pavillonnaire fut construit. Complété par un second allée du Clos Christophe, et allée d'Écart au sud-est du collège. En 1974, l'avenue des Mistrets est prolongée pour rejoindre la rue de Saint-Laurent en passant au-dessus de la rue de Morvouzette et de la Roumain. Mais le gros problème pour accéder au Mistrets par le sud restait la rue Jeanne d'Arc, très étroite, à partir de l'église, comme on peut le voir sur le plan et surtout sur la photo. Elle fut élargie en 1985. Jean-Marie Gaillard, qui succède à Roger Aupert en 1983, poursuit l'urbanisation du plateau avec le secteur des Coudrais et complète l'équipement sportif par une seconde salle de sport et un dojo. Pierre-Alain Roiron, quant à lui, va doter ce secteur nord de la ville d'un nouvel équipement culturel d'importance, la salle inox et son école de musique. Puis la gendarmerie quitte ses locaux communaux de la rue de Tours pour de nouveaux, bâtis par la communauté de communes à côté de la salle inox.
En remontant vers les Mistrets, il va, avec Valtouraine Habitat, réaliser l'immeuble Le Faucon Noir à l'emplacement de l'ancien site de l'EDF, premier immeuble locatif social avec ascenseur de la ville. Se dressent au milieu des parcelles avec leurs bornages et leurs coffrets d'alimentation. Parcelles sur lesquelles très rapidement les maisons vont pousser comme des champignons.
La loge de vigne a subi les outrages du temps. Il ne reste que les 4 murs comme on peut le voir à l'image. Si l'intention est de la restaurer, pourquoi attendre qu'elle s'écroule? Au sud de la rue, un terrain fraîchement labouré bordé de quelques ceps de vigne qui nous rappellent celle de Guy Gallet et le souvenir des vendanges. En raison de son grand âge, il a cessé son exploitation. Ce nouvel afflux de population amène une densification de la circulation dans la rue Rabelais, seule voie d'accès à cette période. On est loin de la route des Vallées en 1954 qui voyait passer plus de piétons que d'automobiles. Les riverains étaient plus dérangés par le bruit des sabots en bois que par celui des moteurs. Aujourd'hui, ça bouchonne au feu rouge du rétrécissement. La rue Rabelais assumant le trafic des poids lourds et des voitures pour l'Hémistrée, Hausse-Pied et la zone industrielle nord. Mais aujourd'hui, par la route en sens unique car étroite, on peut rejoindre Clémortier à partir de la Mulottière. Solution provisoire ou de dépannage, un grand aménagement est à prévoir. La création en 2026 d'un demi-échangeur vers Tours sur l'autoroute A85 au croisement avec la route de Homme devrait apporter un soulagement en supprimant le flux des poids lourds vers la zone industrielle créée en 1963 sous le mandat de Maurice Gaillard sur le terrain de la Brémonnière au nord de la ville. Elle s'est en effet bien développée depuis cette date. La première usine à s'installer sur le site en 1965 fut les Plastiques du Val-de-Loire, jusqu'alors trop à l'étroit dans l'ancien moulin à temps de l'impasse du Moulin Rouge en centre-ville. Par la suite, Patrick Fidling prit la succession de son père Charles à la tête de l'entreprise et lui donna une dimension internationale en créant le groupe Plastivaloire avec 32 sites dans 14 pays sur 4 continents. Mais le siège de l'entreprise est resté à Langeais, ainsi que le centre d'essai après le rachat des bâtiments de l'entreprise Maty. En 2015, La Poste crée sa plateforme de distribution du courrier et des colis qui dessert les cantons de Savigné, Langeais et Azay-le-Rideau, soit 25 communes et plus de 30 000 habitants. Les poupées Corolle implantent un entrepôt qui réceptionne les doudous, poupons et poupées fabriqués en Chine par des sous-traitants, la clinique restant sur la zone sud. En 1997, c'est l'ancienne usine de charrues Souchu-Pinet, passée dans le groupe Grégoire Besson, qui quitte la rue Fallou et s'installe sur cette zone nord. Début 2000, l'entreprise de charpente et couverture Bossy s'implante à côté.